Je vais parcourir effectivement une multitude de slides. Tu l'as dit, Vincent, s'il y a des questions, donc ça suivra. On va parler donc effectivement de l'impact du Brexit sur notre chaîne logistique et sur les activités logistiques. Au menu de cette présentation, je vais alors là rappeler succinctement ce qu'on appelle par logistique. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments, mais succincts que je vais rappeler qui vont nous permettre ensuite de développer et de mesurer l'impact, voire les opportunités de ce Brexit. Donc, on parlera logistique, c'est quoi encore, rapidement, les objectifs, les enjeux de cette logistique. On en fera de même d'ailleurs avec la supply chain et vous le voyez déjà ici, je l'ai entouré, la modélisation de la supply chain, c'est un élément majeur qui va permettre à tout un chacun de parcourir les difficultés, voire les opportunités d'une autre manière, parce que c'est vrai, on se rend compte encore aujourd'hui que peu de sociétés peuvent en arriver à avoir une vue globale sur leur situation, voire sur la situation de leur supply chain. On parlera également un peu d'histoire, parce que ce chaos que l'on risque de vivre, que l'on va vivre dans quelques jours, il y a eu effectivement dans le passé d'autres chaos ou d'autres ping-pong un peu similaires. Donc, on parlera un peu d'histoire. On reviendra sur les scénarios du Brexit, si même on sait qu'aujourd'hui, on tend plutôt vers un hard Brexit qu'un soft Brexit. Je vais parcourir avec vous des constats, des choses que j'ai pu, moi, ces derniers temps, constater, des commentaires, des dialogues que j'ai pu avoir avec tout un chacun, et principalement des petites entreprises, voire de très petites entreprises qui, à la limite, bon, sont un peu perdues. Ce sont des personnes qui vivaient plutôt à l'intérieur de l'Europe et qui, aujourd'hui, ils vont devoir s'extraire de l'Europe et participer à de l'exportation, voire de l'importation. C'est vrai que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le temps peut-être de préparer en suffisance, voire d'avoir les bonnes informations ou de se mettre à la recherche des bonnes informations. Donc, des scénarios, des constats avec les impacts et les opportunités. Puis, je passerai avec vous peut-être 16 éléments qui seraient 16 bonnes pratiques pour pouvoir parcourir le Brexit et donc de profiter aussi de certaines opportunités. Au niveau de la logistique, il est bien de rappeler que cette logistique et ces activités, que ce soit de l'entreposage, de la préparation de commandes, de l'expédition, de la réception, enfin, l'ensemble des activités au sein des établissements logistiques, comme également l'emballage, comme également le transport, toutes ces activités vont participer à la mise à disposition d'un produit, d'un service auprès d'un consommateur final. Il faut savoir que ces activités logistiques sont des activités majeures d'une chaîne logistique, même si on sait qu'au sein d'une chaîne logistique, il n'y a pas que des activités logistiques, mais il faut rappeler que ces activités sont majeures. Beaucoup disent que ces activités logistiques sont, comment dirais-je, à l'origine de 50% du succès. Et je confirme qu'aujourd'hui, c'est un élément majeur de cette chaîne logistique. Il faut savoir également que les activités logistiques, elles sont aujourd'hui de plus en plus externalisées. On peut comprendre les petites entreprises, les petites PME, les très petites entreprises, elles n'ont que peu de connaissances sur les activités logistiques. Plus d'une fois, je rencontre des petites entreprises et quand je leur demande de me donner ne fût-ce qu'une petite définition de la logistique, ils ont effectivement quelques difficultés à me donner ne fût-ce qu'une définition précise et voire même les enjeux de cette logistique parce qu'ils n'ont pas au sein de leur entreprise effectivement un département. Pourquoi avoir un département logistique? On a une petite entreprise, on est quelques-uns, et à la limite, aujourd'hui, il va falloir qu'on s'y intéresse. Les activités sont donc aujourd'hui de plus en plus externalisées auprès de prestataires logistiques. Il va falloir effectivement qu'ils se mettent à la recherche du bon prestataire. Alors la logistique, elle a des objectifs. Voilà, il va falloir effectivement d'une part, pour toutes ces activités qui vont participer à la mise à disposition d'un produit, d'un service ici et ailleurs. D'une part, satisfaire le client final, ce tout dernier client. Il va falloir être performant au niveau des exécutions, mais il va falloir effectivement penser à satisfaire l'entreprise, à assurer la pérennité de l'entreprise. Oui, on doit satisfaire le client, mais on doit effectivement assurer une certaine marge bénéficiaire et apprendre à maîtriser toujours les coûts opérationnels. C'est une sorte d'équilibre qu'il faut trouver
entre la satisfaction du client et la satisfaction de l'entreprise. Le logisticien est en fait une sorte d'équilibriste qui, à tout moment, se doit donc de trouver l'équilibre entre, ben oui, satisfaire le client et satisfaire l'entreprise. Cette logistique a des enjeux. Il va falloir en même temps maîtriser les coûts. Il faut éviter tout type de gaspillage, éviter effectivement de prendre quelques chemins qui sont effectivement peut-être inutiles. Il va falloir maintenir des délais, c'est-à-dire qu'au sein de la chaîne, les activités logistiques vont être les moteurs de l'accélération des flux. Il va falloir apprendre également en logistique aujourd'hui à prendre en considération les risques et être vigilant. Parce que c'est vrai, les risques, c'est celui du Brexit, mais c'est aussi le fait de collaborer avec certains prestataires et de pouvoir choisir le bon prestataire logistique. C'est bien d'avoir une stratégie d'externalisation. Faut-il encore trouver le bon partenaire et prendre aussi en considération que même si on fait appel à un partenaire, un prestataire logistique, il y a une certaine responsabilité qui reste la vôtre en termes de livraison. Donc, la logistique devra maintenir en termes d'enjeux les coûts, les délais, s'intéresser aux risques et à la vigilance, à la qualité du service, et puis il y a d'autres impacts qui, effectivement, d'autres enjeux maintenant qui enrichissent cette logistique, c'est la dimension environnementale. On se doit de participer à la livraison de marchandises auprès du client, mais plus n'importe comment, il y a effectivement un impact environnemental, un enjeu environnemental qui est là aujourd'hui aussi. Et puis, ben, c'est vrai que la logistique, qui dit logistique, dit optimisation des flux. Attention, quand on parle d'optimisation des flux, s'il vous plaît, ne parlons pas uniquement de flux physiques. On va devoir également parler de flux d'infos, de flux documentaires, flux d'infos, hein, parce que plus d'une personne que j'ai pu rencontrer n'avait pas pu récolter les bonnes informations pour se préparer au Brexit. Donc, cette logistique, elle va devoir optimiser les mouvements physiques, les mouvements d'information, les mouvements de documents. Ah oui, là aussi, une pierre d'achoppement. Hein. Les bons documents, comment vont évoluer mes documents dans le futur, dès janvier, qu'est-ce qui va se passer avec mes documents? Certains, d'ailleurs, ne connaissent pas ces documents. Certains se posent même la question de savoir qu'est-ce qu'on se devra de mettre sur la liste de colisage. Liste de quoi? De colisage. Bon, certains ne la connaissent même pas. Attention, je vous parle de petites infrastructures, je vous parle de très petites infrastructures, de TPE et de petites entreprises. Pour des entreprises un petit peu plus volumineuses, c'est peut-être plus facile, ils ont anticipé, mais pour les petites entreprises, tous ces éléments-là dont je vous parle, l'optimisation des flux, de l'ensemble de leurs flux, est peut-être encore assez chaotique. Pour ce qui est de la chaîne logistique, parce que la chaîne logistique, c'est une suite d'activités nécessaires pour acheminer les marchandises auprès du client final, mais cette chaîne est effectivement constituée d'activités logistiques et de non-activités logistiques. Il va falloir effectivement, et ça fait partie des enjeux de cette chaîne, qui est en fait le chemin du premier client au dernier client, ben, il va falloir, au premier fournisseur, pardon, au dernier client, il va falloir effectivement assurer service, coûts globaux, valeur ajoutée, risque, une fois de plus, maintenir sa position au niveau de l'environnement et puis participer là aussi à l'optimisation des flux. Voilà effectivement une modélisation de la supply chain, hein, avec déjà un constat, peu de personnes ont à leur disposition une véritable cartographie de leur chaîne logistique. Quels sont véritablement mes fournisseurs? Sont-ils localisés? Oui, je connais mes clients, aussi au sein de quel endroit ils sont localisés. Tout ça est peut-être manquant, mais il faudrait que l'on puisse dessiner, cartographier sa chaîne logistique. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez cette cartographie en place, vous pouvez effectivement en arriver à la modifier, tenant compte des différents impacts possibles du Brexit. Donc, ça fait partie pour moi des bonnes pratiques, c'est de penser maintenant à dessiner sa chaîne logistique, c'est-à-dire tous ces chemins
du premier fournisseur au dernier client, mettant en évidence les différents flux dont je vous ai parlé, pas uniquement les déplacements de marchandises, mais également les déplacements d'informations et de déplacements de documents, mais également de pouvoir localiser au sein de sa chaîne aujourd'hui les stocks qui sont localisés. Pour que cette chaîne puisse être performante, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut améliorer les collaborations et je sais que dans quelques semaines, les collaborations seront différentes. Il y aura de nouveaux acteurs qui vont intervenir dans les chaînes. Donc, c'est nécessaire de pouvoir déjà avoir la photo de sa chaîne aujourd'hui et celle que l'on pourrait avoir demain. Et puis, deuxième élément important au niveau de votre chaîne logistique, ça servira effectivement à accélérer les flux. Votre chaîne logistique, vous devez accélérer les flux. Or, on le verra, le Brexit, en tout cas dans un premier temps, risque de générer l'apparition de nouveaux stocks sur l'ensemble des chaînes et donc plutôt de freiner les flux. Un peu d'histoire, on parle du Brexit, mais on a eu droit dans le futur à d'autres mouvements, plutôt des mouvements d'inclusion que des mouvements de sortie avec les réunifications de l'Allemagne, avec l'intégration d'anciens pays de l'Est comme la Pologne. Euh, donc, on s'est rendu compte malgré tout qu'on avait pu s'en sortir et il faut peut-être en tirer des enseignements. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des périodes un peu plus chaotiques dans le passé et néanmoins, après une période, on s'est quand même adapté et je pense que ce qui risque de se passer, on risque de passer par trois phases. Une première phase de véritable chaos, une deuxième phase où on tend progressivement à s'adapter et une troisième phase où ça deviendra véritablement des opportunités pour tout un chacun. Voilà donc pour le parcours de l'histoire. Le Brexit, on le sait maintenant, on tend vers plutôt un no deal. Ce sera peut-être le Big Bang pour certains, pour d'autres, on verra plutôt apparaître des opportunités. Mon petit thermomètre et on se positionne aujourd'hui plutôt, même si ça reste malgré tout incertain, dans une position hard Brexit avec évidemment cette incertitude qui est là. À la limite, rien n'est aujourd'hui véritablement formalisé, mais enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on tend plutôt vers un hard Brexit et on va aussi s'enrichir de cette suite de la crise sanitaire en même temps. Ça va effectivement devenir franchement très, très difficile, en tout cas dans un premier temps, le Big Bang. Alors, les constats concentrés sur de nombreuses incertitudes, que de personnes y voient clair. Et je pense aux petites entreprises et aux très petites entreprises. Vous voyez, je me concentre sur ces acteurs qui sont des acteurs majeurs. Et c'est vrai qu'eux ont du mal à se positionner, ont du mal à mettre en place des prévisions d'activité et voir quelles seront dans le futur les retombées, qu'elles soient positives ou négatives, de quoi sera fait demain, est-ce que je vais investir ou pas, est-ce que je vais perdre des parts de marché, vais-je devoir, en tout cas dans un premier temps, travailler en urgence, vu le chaos, vu le Big Bang, et puis ça va durer combien de temps? Ce sont des questions qui sont souvent posées et c'est vrai qu'au l'instant, c'est assez difficile de pouvoir répondre. Et l'une des raisons pour lesquelles il faut prévoir non pas un seul scénario, mais prévoir une multitude de scénarios, accompagner les petites entreprises à établir leurs différentes possibilités, le plan A, le plan B, le plan C, et de se préparer aux différents plans. En fait, aussi, on remarque que peu de personnes réalisent encore aujourd'hui ce que signifie réellement le Brexit. J'ai l'impression que les gens sont dans leur nuage et ils ont d'ailleurs l'impression que rien ne va se passer. Donc ça, c'est également un constat. Peu de personnes, d'ailleurs, se sont également
investi dans la préparation. On peut remarquer que certaines personnes ne sont pas véritablement intéressées à ce Brexit, d'une part par manque de vision claire, et puis surtout parce qu'ils avaient l'impression à un certain moment que le langage qui était utilisé n'était pas un langage véritablement compréhensible pour eux. J'ai le cas effectivement d'un concessionnaire ici, Harley-Davidson, qui est effectivement l'un des plus importants ici dans la région de Mons, et qui me disait, ben, il y a ce Brexit qui arrive, mais à la limite, je ne connais rien. Je ne connais rien du tout. Une petite infrastructure, il ne connaît rien. Ce n'est pas vrai, il connaît certaines choses, mais demain, de quoi sera fait son futur avec le Brexit, il ne le sait pas vraiment. J'ai remarqué également qu'il y avait, de la part de toutes ces petites entreprises, une méconnaissance totale de leur chaîne logistique, une méconnaissance des procédures internationales. D'ailleurs, ne touchent pas à l'international, ils touchent uniquement à des relations avec l'Angleterre. Bon, et dans quelques jours, ben, ils vont passer à une version internationale. Quelles sont les procédures internationales? Quelles sont les procédures douanières? Quels sont les nouveaux règlements? Je leur ai parlé à certains moments du Market Access Database, certains ne le connaissent pas. Le Brexit Scan, ils ne le connaissent pas. Et malgré tout, je le sais, tout le monde fait des efforts pour communiquer et on a l'impression que oui, pour certains, c'était une phase, c'était une sorte d'activité que l'on annonçait, mais qui n'allait jamais se dérouler. Eh bien, si, ça va se dérouler. Donc, certains ne connaissent pas le Brexit, la liste de contrôle en vue de la préparation du Brexit, on ne la connaît pas. Malgré tout, ben, dès le 1er janvier 2021, ben, il y aura l'apparition des frontières et des points de douane. Il va falloir reconstruire d'ailleurs ces points. Certains sont déjà opérationnels, d'autres vont seulement être rendus opérationnels. Et puis, ben, il y aura des barrières, des formalités douanières qui seront en activité, des droits de douane. Voilà, là aussi, il va falloir se poser la question, qui fait quoi, qui va payer quoi? Qu'en est-il des contrats passés en EXW et en DDP? Là, je parle des incoterms. Il y a quelques semaines, j'avais accompagné une petite entreprise sur la région de Tournai, et quand ils m'ont sorti les incoterms, c'était le bouquin des années 2000. Donc, difficile effectivement d'approcher ce monde international en ayant une version plutôt vieillotte des incoterms. Ne faudrait-il pas effectivement s'y intéresser et s'intéresser des incoterms comme le FCA ou le DAP version 2030. Alors, les impacts, évidemment, ben, puisqu'il y a apparition de frontières, de barrières, voire de formalités douanières lourdes et onéreuses, ben, on verra apparaître bien sûr des ralentissements, des blocages, il y aura donc du surcoût et plus encore de risques et d'incertitudes sur les blocages. Combien de temps vont être positionnés ces blocages? Certains jours, on est bloqué quelques heures, d'autres jours, on est bloqué quelques journées. Il y aura effectivement dans une première période plutôt de l'incertitude menant effectivement, et là je parle d'échanges entre l'Union économique européenne et le Royaume-Uni, avec dans certains cas des modifications de sourcing. On va changer de fournisseur, évidemment, comme ça devient très compliqué d'échanger entre le Royaume-Uni et l'Angleterre, ben, il y aura peut-être des changements de fournisseurs, donc des pertes de chiffre d'affaires pour certains, donc une reconfiguration de leur chaîne. Certains vont passer à une philosophie multifournisseur. Ils n'avaient peut-être qu'un seul fournisseur. Ils vont s'intéresser à plusieurs fournisseurs. D'autres vont se concentrer uniquement sur les fournisseurs de l'Union, d'autres vont se concentrer uniquement sur des fournisseurs du Royaume-Uni. Vous voyez que les différents scénarios sont là, il faut pouvoir les cartographier, les dessiner et mesurer, évaluer les impacts. Il y aura également des modifications au niveau de l'organisation des approvisionnements. Quid du VMI, cette technique qui consiste entre ces deux collaborateurs de participer à du réapprovisionnement en continu, pour que l'on puisse se réapprovisionner en continu, pour éviter évidemment les blocages. Voilà. Le juste à temps, qui était effectivement surtout utilisé pour réapprovisionner les unités de production automobile au Royaume-Uni. Que va-t-il devenir
aujourd'hui juste à temps flux tendu qui nécessite de la précision, de la fiabilité au niveau des délais, et ça risque effectivement d'être mis à mal. Ça nécessitera évidemment, vu les retards, la mise en place de stocks de sécurité, hein, et de stocks qui vont faire leur apparition au sein de la chaîne. Il va falloir effectivement dimensionner le retard correctement pour que vous puissiez dimensionner les capacités de stockage. Vous avez quelques jours de retard, alors là, oui, et que ces retards sont systématiques pendant des mois, il va falloir, moi, mettre des stocks tampons, des stocks de sécurité, mais quelle quantité, quelle capacité de stockage, et seront-elles disponibles? Est-ce que les prestataires logistiques seront, eux, encore disponibles? Il y aura également des accumulations de stocks dans les zones portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Ça nécessite des engagements financiers. Avons-nous effectivement à notre disposition suffisamment de capacités financières pour répondre à cette contrainte? Autre chose aussi, il y aura un impact sur les services. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir des délais fiables? Est-ce que nos délais vont rester justes? Il faut peut-être là aussi anticiper, informer. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir des délais fiables, des délais courts, et allons-nous pouvoir assurer une mise à disposition de marchandises sans rupture? Que dire des SLA, des contrats de service avec certains donneurs d'ordre? Allons-nous pouvoir les assumer? Je pense qu'il faut vraiment se prémunir de tout ça et revoir sa copie et revoir ses différents contrats. Alors, je continue dans les constats avec une augmentation des effectifs qui sera sans doute nécessaire et donc des coûts pour mener à bien les importations. Ces augmentations seront observées dans toutes les activités, hein, au niveau de la douane, au niveau de la logistique, au niveau du transport, au niveau même des infrastructures, des sociétés, des petites entreprises qui vont devoir revoir plus fréquemment leur planification, la planification des activités, puisque tout sera chaotique, tout devra être repositionné dans le temps. Et si on ne le fait pas, ben, on risque effectivement des risques de grève avec les acteurs de la logistique, les transporteurs et des douaniers, et aussi anticipons pour éviter justement la pénurie d'effectifs. Que dire encore de ces produits qui présentent des cycles de vie relativement limités, tels que des marchandises périssables, pour s'organiser dès aujourd'hui pour pouvoir acheminer de l'autre côté en Angleterre ces marchandises alimentaires, agroalimentaires, comment tout ça va se profiler. Il va falloir anticiper, peut-être préparer le sujet dès maintenant, si ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Juste encore un constat, 2 minutes de contrôle par camion, 30 km de bouchons. J'ai quitté il y a 2 mois Calais, j'étais à l'université de Dunkerque, et il y avait de l'ordre de 50 km de bouchons. Là, j'étais à Dunkerque, et il y avait 50 km de bouchons. Et en fait, il y avait eu un petit test durant cette journée. On était passé de 1% de contrôle camion à 10% de contrôle camion. Imaginez-vous, 50 km de bouchons, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si vous avez vous positionnez déjà près de Moucron, Zeebrugge, vous risquez d'avoir des situations similaires si tout n'est pas anticipé, si les plans d'urgence ne sont pas mis en place, on risque de se retrouver effectivement avec des situations de congestion des routes, et il faut donc prévoir des possibilités de choisir d'autres routes pour acheminer les marchandises en Inde. Donc, on va subir des augmentations de délai. Attention aux contrats que vous avez avec vos clients. Évitez effectivement de maintenir les mêmes délais. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on ne pourra plus assumer des délais aussi courts, en tout cas dans un premier temps. Il y aura des retards, il y aura des augmentations de couverture des stocks, des capacités de stockage qui vont augmenter. On va également observer des charges administratives d'autant plus lourdes pour les formalités douanières et aussi pour le paramétrage des applications telles que les logiciels dits TMS qui vont effectivement, qui sont eux nécessaires pour organiser les tournées de transport. Des bouchons,
Il va falloir penser à changer et prévoir des routes parallèles si à un moment on est bloqué. Penser à l'augmentation des effectifs, transport logistique. Et puis, attention, parce que si vous n'avez pas effectivement suffisamment d'effectifs, il y aura effectivement une diminution de la rotation de ces effectifs. Ils ne vont pas pouvoir être aussi dynamiques parce qu'ils seront pris dans des bouchons. Il sera de même d'ailleurs pour toutes les activités logistiques, les camions. Hein, s'ils sont effectivement bloqués sur les routes, vous n'allez pas avoir la possibilité de les retrouver ailleurs. Alors, autre impact, c'est lié à la relocalisation stratégique afin d'exclure au maximum les échanges d'outre-Manche. Il y a effectivement des décisions stratégiques, certains ont des prises de relocaliser leurs unités de production, relocaliser leurs fournisseurs. En Angleterre, on parle de leur relocalisation de fournisseurs à proximité des unités de production dans le secteur automobile, un peu comme ça se passe à Tanger, où vous avez les unités d'assemblage et juste à côté, là, une sorte d'écosystème qui est créé. Et cet écosystème est constitué des unités de production et de l'apparition des fournisseurs de composants. Alors, oui, l'Union européenne a publié il y a quelques jours un plan d'action d'urgence. C'était remis à jour. Je ne sais pas où il en est. Et la même chose pour la Belgique. Espérons que ces plans d'urgence puissent se mettre en place, qu'on puisse, en tout cas sur du court terme, absorber ces difficultés. Attention, on va rentrer dans le monde de l'exportation et de l'importation, et pour certains types de marchandises et produits alimentaires, des animaux, il y aura effectivement des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Là aussi, ça va freiner les activités, ça prendra plus de temps pour réaliser les activités, et donc aussi une augmentation du nombre d'effectifs. Aux emballages, attention, là aussi, tout risque de changer aussi. Il faut penser à vos emballages, à comment vous allez les étiqueter, comment vous allez les marquer. Il y a des réglementations qui sont mises en place. Également, attention à vos emballages réutilisables et aussi à la norme NINP 15, ECO, effectivement, le client anglais déjà, qui impose à leurs clients européens le traitement des palettes, traitement phytosanitaire NINP 15. Pensez maintenant, les clients anglais, certains clients anglais en parlent déjà. Pas oublier le flux documentaire, ça fait mal. Ça fait mal parce que certains ne connaissent absolument pas ces flux documentaires, liste de colisage, factures, comment tout cela va être modifié. Certains d'ailleurs n'ont jamais touché à ce genre de documents puisqu'ils ne participaient pas à de l'exportation, voire de l'importation. Mais aujourd'hui, on leur dit, s'il vous plaît, intéressez-vous à ce flux documentaire, mauvais flux documentaire, mauvais flux physique. Quel sera le profil même de vos factures? Quel sera le profil même d'une liste de colisage? N'en ont absolument pas l'idée. Alors, on va, après ce constat, proposer quelques bonnes pratiques. Que peut-on faire d'ailleurs pour tirer le meilleur parti du monde du Brexit et de l'après-Brexit? Déjà, il faut se poser la question, est-ce que vraiment on sera prêt? Encore hier à la télévision, il y avait des interviews et on voyait que plus d'une entreprise était un peu inquiet parce que là, on a l'impression qu'on parle vraiment du Brexit et il va falloir réagir. Et ils se devraient d'ailleurs tous de se poser la question, serons-nous prêts dans quelques jours pour justement se mettre, enfin, subir le Brexit et l'après-Brexit? Question, sommes-nous prêts? Avez-vous votre numéro ORI? Il y a quelques mois, j'avais accompagné quelques petites PME et plus d'une PME n'avait pas son numéro ERI. C'est vrai que dans le passé, pas besoin, puisqu'ils étaient principalement en commerce avec l'Union
l'Union économique européenne et le Royaume-Uni qui étaient à l'intérieur de l'Union économique. Pas besoin de numéro ERI. Alors, je leur dis, intéressez-vous à ce numéro, veillez à ce que vous l'ayez rapidement. Ce ne sera pas facile parce qu'on rentre dans une phase peut-être plus compliquée pour la douane, plus saturante. On va la jouer Brexit Impact Scan. La possibilité d'ailleurs d'utiliser un petit outil qui est mis à votre disposition et qui permet de vérifier si vous êtes en phase avec le Brexit. Et puis surtout, s'il vous plaît, il faut anticiper et se préparer. Il n'est pas trop tard. On va de toute façon changer les règles du jeu. Et comme toute bonne négociation, tout se prépare. La préparation, c'est 80% du succès. Pensez à redessiner votre chaîne logistique, à repositionner sur vos chaînes logistiques vos flux, sur des flux physiques, des flux documentaires. Dessinez, s'il vous plaît. Analysez ces chaînes, observez les impacts du Brexit, des nouvelles législations, des nouvelles réglementations, et puis essayez par l'intermédiaire effectivement de ce schéma de prédire les problèmes qui vont toucher la supply chain et redimensionner la chaîne en fonction de ces problèmes. Au sein de ma chaîne, j'ai des stocks. Si moi, j'imagine des retards de quelques jours, quel sera l'impact de ces quelques jours sur mes niveaux de stock? Quel sera l'impact sur mon service? Prévoyez des plans B, des plans C. Donnez-vous un petit diagnostic de vos chaînes et puis menez des actions de correction et d'amélioration. N'hésitez pas à vous informer, à vous former. Il n'est pas trop tard et de vous faire accompagner et intensifier les collaborations avec la douane, avec les prestataires logistiques, avec les chambres de commerce, avec la WEX et puis à l'aide aussi comment dirais-je, de conseils. On terminera avec les on va devoir tout doucement terminer, Pascal. Je termine, j'ai peut-être 5 lignes à terminer pour mes bonnes pratiques. Je n'ai un peu plus long, mais c'est vrai que la logistique, la supply, c'est du lourd. Je termine vite. Alors, nécessité d'anticiper la maîtrise des bases des importations et des exportations, maîtriser les contrôles sanitaires, phytosanitaires, intéressez-vous aux emballages, aux flux documentaires, aux SLA et aux Incoterms.